La loi des collines par Grace M. Campbell. Campbell, je suis devenu vieux et crédule. Une chose pareille ne pourrait tout simplement pas arriver. Pas dans ce pays. Pas à notre époque. Mais que vous me croyez ou non, je vous dis que je l'ai vu. Depuis le jour où Ken Graham est entré pour la première fois dans ma salle de classe, j'ai souhaité avoir un fils comme lui. Au fil des années, mon affection pour lui grandit, et je me mis à rêver qu'un jour il prendrait ma place et compléterait la collection de minéraux qui m'a valu, à moi et à cette vieille école, une certaine renommée. Pourquoi pas? Après avoir obtenu son diplôme avec les honneurs, le garçon avait passé 2 années d'études dans les meilleures écoles à l'étranger, puis une année de travail pratique sur le terrain. Que lui fallait-il de plus? Rien, sinon que je tire les ficelles au sein de mon département pour le faire nommer professeur assistant de minéralogie. Alors je tirai les ficelles, et la nomination fut faite. Mais il répondit par une lettre étrange, incohérente, me suppliant de retarder la chose. Je ne comprenais pas. Peut-être que cette petite écervelée qu'il avait épousée en Norvège préférait un directeur des mines à 5 000 $ par an à un professeur assistant qui gagnait la moitié. Idiote. Ne voyait-elle donc pas que j'avais l'intention de faire de lui le chef du département? Je sortis de mon bureau, la photographie qu'il m'avait envoyée de Norvège, et tous mes soupçons s'évanouirent. Il n'y avait sûrement pas de mesquinerie égoïste de ce genre chez la compagne de Ken. Un visage jeune, doux, encore intact de toute corruption, aux traits délicats, et pourtant avec une étrange suggestion de sauvagerie. Cette légère auréole de cheveux presque blancs, ses yeux perçants, profondément enfoncés, et ses traits finement dessinés. Elle ressemblait à une créature sauvage, d'une beauté troublante. Bon. Les imaginations jalouses d'un vieil homme. Finalement, je décidai d'aller les voir. Je les retrouverai et les ramènerai ici. Cette vieille maison de pierre était assez grande pour que nous y vivions tous heureux, si le bonheur était possible. Les vieux sont parfois arrogants, et j'avais décidé de passer le reste de mes jours près du garçon que j'avais appris à aimer comme un fils. Lorsque je descendis du train, on m'indiqua où je pourrais le trouver. Il était tard, mais il serait encore à son bureau. Ce Graham est un véritable bourreau de travail, me dit l'employé du transport. Il n'a pas cessé depuis la mort de sa femme. Triste affaire, les loups l'ont eu. Elle et Louis Bargeon, il y a quelques semaines seulement. Un grand malheur. Oui, un grand malheur. Oh, mon garçon. Mon pauvre garçon. Je le vis en remontant l'allée, la tête penchée sur ses mains, devant la fenêtre sans rideau. Je frappai à la porte et entrai. Vous, professeur? Qu'est-ce qui vous amène ici? Des roches, mon garçon. Des spécimens. Clark Attenmill a mis au jour un fossile curieux, une sorte de porc, dit-il. Il prétend qu'il est jurassique, bien trop ancien, évidemment. Je suis venu examiner cela, mais il y aura le temps demain. Je voulais surtout m'entretenir avec toi. Vous ne pouviez plus être le bienvenu. Entrez. Il est tard et vous avez fait un long voyage. Oui, un fichu long voyage. Je vieillis, et 30 heures sur un petit chemin de fer poussif ne sont pas une plaisanterie pour moi. Et je n'avais pas l'intention d'aller me coucher avant d'avoir compris ce qui donnait à mon garçon l'air d'un homme revenu de la vallée de la mort. Je dors ici, maintenant. J'ai fait construire cet endroit il y a quelques semaines. Il ne termina pas sa phrase, mais se pencha pour allumer le feu. Les grosses bûches de pain flambèrent et rugirent dans l'âtre ouvert. Il fit chauffer de l'eau et prépara du thé, parlant sans cesse de mines, de gestion minière, de minéraux. Nous fumâmes longtemps en silence, après qu'il eut rangé les tasses.
Puis je me penchai vers lui et posai la main sur son genou. « Mon garçon, peux-tu raconter ce qui est arrivé à un vieil homme ?» Il tressaillit et me regarda fixement. « Vous ne me croiriez pas, professeur. Je ne suis pourtant pas quelqu'un de moqueur, mon garçon. » Il se leva et jeta une nouvelle bûche dans le feu. Je regardai les flammes l'envelopper. Le visage du jeune homme était perdu dans l'ombre. « Professeur, croyez-vous à la lycanthropie ?» « Bien sûr que non. Une telle chose n'existe pas. Bien entendu. Elle n'a jamais existé. Et pourtant, je vous dis, et je vous assure, que je l'ai vu se produire. Le garçon était-il fou? Mais enfin, c'était là une vieille superstition anglaise, appartenant au jour de la sorcellerie et des bûchers. Depuis le XVIe siècle, jamais des hommes instruits d'aucun pays du monde, hormis peut-être la Russie, n'avaient parlé sérieusement de telles choses. C'était absurde. Ma femme ne savait presque rien de son père. On disait qu'il avait été tué lors d'un accident de chasse. Le deuxième hiver après son mariage, sa femme mourut de choc le jour où la nouvelle lui parvint, laissant une petite fille âgée de 2 heures seulement. Voilà tout ce que Hilda sut jamais de ses parents. Elle fut élevée sur le vieux domaine sous la direction personnelle de son grand-père, et il l'aimait passionnément. Mais il surveillait d'un œil d'aigle chacune de ses études et chacun de ses jeux. Le vieil homme était une contradiction permanente pour Hilda. Il ne lui permit jamais d'avoir d'animaux domestiques, par exemple. Il l'emmena en Angleterre, en France, en Égypte, mais ne l'autorisa jamais à passer des vacances dans les montagnes de sa Norvège bien-aimée. Même lorsqu'elle alla à Thoraten, son programme d'études fut imposé par ce vieil homme incohérent. Il semblait manifester son affection en réprimant précisément les instincts qui étaient les plus forts en elle. Et c'est à Thoraten que je la rencontrai. Le vieux gentleman me perçut avec une grande bonté lorsque je lui rendis visite. Il me posa quantité de questions sur ma famille et sur mon travail. J'y répondis du mieux que je pus sans trop m'étonner du sérieux avec lequel il les formulait, bien que j'eusse constamment l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me dire, quelque chose qui pesait sur son esprit. Parfois il semblait heureux de notre bonheur et planifiait avec nous les détails de notre mariage. Puis au beau milieu des projets, il se levait brusquement, la peur au visage, parlant comme si tout devait cesser. Une fois, il commença à dire quelque chose au sujet de son fils, le père de Hilda, mais s'interrompit avant même d'avoir réellement commencé. Jusqu'au jour même où nous quittâmes la Norvège, il demeura pour nous une énigme. Lorsque cette offre arriva de Means & Company, j'hésitais à amener ma jeune épouse dans un camp rude comme celui-ci, mais Hilda insista. Elle aimerait cela toute sa vie, disait-elle. Elle voulait vivre dans des lieux solitaires, gravir les collines, être libre. Elle me supplia d'accepter immédiatement. Nous montâmes vers le nord quelques jours plus tard. Et comme vous le savez, je lui construisis un petit bungalow sur la colline, là-bas, juste de l'autre côté de la rivière. Avant même que les fondations ne fussent posées, elle avait déjà planté des fleurs tout autour. Des fleurs sauvages qu'elle n'avait jamais vues auparavant, mais qu'elle transplantait et soignait avec une passion presque ardente. Elle transforma notre petite cabane en un véritable berceau de beauté. Il n'y avait au monde personne d'aussi exultant de bonheur qu'elle. Et souvent, elle faisait de longues promenades seule pendant que j'étais au moulin. Il est arrivé bien des fois de rentrer et de trouver un mot sur la table. Nous prendrions le thé sur le banman. Elle m'y attendait avec un souper improvisé. Et durant ces longues journées d'été, nous fûmes bien plus heureux que je n'aurais jamais osé le rêver. Puis vint l'hiver. Il arriva soudainement. Le froid s'installa du jour au lendemain. Une tempête furieuse, durant 3 jours, ensevelit la région sous des congères.
C'était l'hiver du Nord dans toute sa rigueur. Et une nuit, ici le garçon s'interrompit pour respirer profondément. Son visage était tendu. Une nuit, nous étions assis confortablement près du feu, en train de lire, lorsqu'un loup hurla tout près. Hilda devint livide et s'agrippa à ma main. Je la pris dans mes bras et ris de sa peur, lui disant qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer et que sa majesté serait bien audacieuse et très affamée avant d'oser attaquer un être humain. Mais rien de ce que je pus lui dire ne la rassura réellement. À partir de ce moment-là, elle fut terrorisée à l'idée d'être seule, surtout la nuit. Un mois environ plus tard, je fus retenu tard au moulin. Il était presque 11 heures lorsque je pris enfin le chemin du retour. En montant la colline, j'entendis de nouveau les loups. On ne peut pas se tromper sur le cri du loup des bois. Je gravis les marches en courant, espérant que Hilda ne les avait pas entendus. La maison était plongée dans l'obscurité, je me glissais sur la pointe des pieds dans la chambre, tentant de ne pas la réveiller avant que les hurlements ne se fussent éteints. La lune brillait par la fenêtre. Et là, ma femme était accroupie sur le sol, fixant la nuit. Elle semblait saisie par une agonie d'émotions terrible à voir. Elle ne savait même pas que j'étais là. Je posai la main sur son épaule et elle se retourna comme l'éclair en me regardant. Et un instant, pendant un petit instant, il n'y avait que de la peur sur son visage. Puis elle s'effondra dans mes bras et sanglota hystériquement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ken poussa un profond soupir, sa pipe oubliée dans sa main. Je ne comprenais pas du tout. Elle n'était pas lâche. Il y a un petit lac dans les collines où nous allions nager. Je l'ai vu plonger d'une falaise haute de 6 mètres. Ce n'était donc pas de la simple peur, c'était une terreur plus profonde dont elle ne pouvait pas parler. Après cette nuit-là, elle ne fut plus jamais la même. Par moments, elle me prodiguait un amour passionné, baigné de larmes. À d'autres, elle semblait absente, perdue dans des réflexions sombres qui lui appartenaient à elle seule. Un soir, lorsque je rentrais plus tôt que d'habitude, elle n'était pas là. Je la cherchais frénétiquement lorsqu'elle remonta tranquillement le sentier, tête nue et seule. Il y avait dans ses yeux une expression que je n'ai vue que dans ceux des morts. Je la suivis en silence dans la maison, la peur me serrant le cœur. Les loups se faisaient fréquemment entendre à cette époque. La neige épaisse les rendait très audacieux. Une fois, ils s'approchèrent si près de la maison que je saisis mon fusil, décidé à apprendre à l'un ou d'eux les limites à ne pas franchir. Mais Hilda retint mon bras. Je connaissais sa tendresse pour les créatures sauvages, et je rangeai ma carabine dans la remise. Lorsque je revins dans la pièce, elle n'y était plus. Vaguement inquiète, je la cherchais dans la chambre, et elle n'y était pas non plus. Mais la fenêtre était ouverte. Parmi les arbres, j'aperçus une forme gris-blanc qui glissa dans l'ombre et disparut. Je ne m'étendrai pas sur les détails de cette nuit-là. Toutes sortes d'horreurs me vinrent à l'esprit. Des vieux contes norvégiens, des récits que les gens des collines croyaient, des histoires de souillures héréditaires courant dans certaines familles et d'actes terribles accomplis la nuit par la volonté du démon. Je pensais aussi à la mort du père d'Hilda. Je me demandais encore et encore si je n'étais pas devenu fou. Et soudain la porte s'ouvrit. Hilda se tenait là. Ses cheveux clairs étaient blanchis par des flocons de neige. Elle semblait fatiguée, usée. Sans me jeter qu'un regard furtif, elle se hâta vers sa chambre et dormit profondément, jusqu'à midi. À partir de ce jour, elle fut souvent absente, et je ne savais jamais en rentrant le soir si je la retrouverais à la maison ou non. Le garçon fixa un moment les flammes, puis reprit. Un jour, il y eut une explosion à la mine du Nord.
Je m'y rendis pour remettre les choses en ordre. Aucun train ne repartit ce soir-là, et je décidai de parcourir à pied les 11 milles qui me séparaient de la maison, plutôt que de laisser Hilda seule. À quelques miles seulement de chez moi, j'ai compris que j'étais suivi par des loups. Et je n'étais pas armé. Il ne me restait plus qu'une seule solution, grimper à un arbre. Un vieux tronc de chêne brisé se dressait près de la voie. Il n'offrait aucune protection contre le vent, mais je savais que je pourrais de là héler le train de grumes au matin si nécessaire. Je grimpai avec hâte. Moins de 2 minutes plus tard, 14 loups des bois étaient assis en cercle autour du tronc. Vous connaissez leur méthode. Ils attendent d'abord pour voir si vous allez tenter de fuir. Puis ils amorcent un demi-tour vers la gauche et commencent une marche circulaire, lente, régulière, autour de leur victime. Je ne sais pas comment se serait achevée cette marche de mort, car au moment précis où je luttais de toute ma volonté contre l'hypnose de ce cercle, une louve blanche et élancée surgit le long de la voie ferrée. Comme une folle, elle bondissait ici et là autour du cercle, puis elle s'élança dans les arbres, entraînant toute la meute à sa suite. J'attendis que leur hurlement s'éteigne au loin, puis je descendis péniblement et me hâtai vers la maison. Hilda m'attendait sur le seuil. Il y avait dans ses yeux une étrange lueur. Elle écouta avec une certaine tension, me sembla-t-il, l'explication de mon retard. Mais je ne dis rien de mon aventure avec les loups. Quelques nuits plus tard, Louis Bargeon passa après le souper. Pour une fois, Hilda était presque elle-même. Elle lisait près du feu pendant que Louis et moi fumions. J'ai jamais vu les loups aussi hardis que cette année. Avez-vous vu la blanche? Blanche comme une congère et rapide comme le vent. Elle surgit de nulle part pour rejoindre la meute. Et quand elle est avec eux, ce sont de vrais démons, le plus bel animal que j'ai jamais vu. Mais je parie qu'elle est aussi avide de sang que les autres. Hilda laissa tomber son livre. La louve blanche ne tue jamais. Louis se tourna vers elle, stupéfait. N'était-ce qu'un sentimentalisme de jeune femme envers une belle créature sauvage? Louis sembla le croire. Et il rit avec indulgence. Peut-être bien, mais les gens la guettent. Ce n'est guère prudent de sortir la nuit. Gardez votre fusil à portée de main, Graham. Je me souvins de la seule nuit où j'avais pris mon fusil. Je jetai un regard à Hilda. Ses yeux étaient grands ouverts, ses narines dilatées. Quelle émotion l'agitait. Mon cœur se serra. « Vous l'avez déjà vu ?» demanda Louis. Je pensais à la forme gris-blanc que j'avais aperçue entre les arbres et à la magnifique louve blanche qui m'avait sauvé quelques nuits plus tôt. Mais je secouai la tête. Je l'ai vue 2 fois. L'autre soir, je lui ai tiré dessus au vol. Je l'ai touché à la patte avant droite, mais une simple égratignure, je suppose. Il n'y avait qu'un tout petit peu de sang sur la neige. Malgré moi, mes yeux se posèrent sur l'avant-bras droit de Hilda. Il était étroitement bandé. Je relevai les yeux vers son visage. Son regard était fixé sur la nuque de Louis, penché vers le feu pour allumer sa pipe. Était-ce une illusion? Ou bien ses lèvres s'étaient-elles retroussées, découvrant ses dents blanches? Mon cœur sembla cesser de battre. Cette image est gravée en moi pour toujours. Le vieux loup, robuste et buriné, penché vers le feu, Hilda l'observant avec une sorte de férocité sinistre, et moi, paralysé par la terreur. En silence, je le laissai se lever, enrouler sa longue écharpe autour de son cou, et sortir dans la nuit. Je refermai la porte derrière lui et me retournai précipitamment vers Hilda. Trop tard. Elle avait disparu. Je courus à la chambre. Elle n'y était pas, ni dans aucune autre pièce de la maison. Un pressentiment de tragédie noire m'engloutit. Je m'accrochai de toutes mes forces à mon amour pour elle, et je priai pour connaître le secret que le vieil homme en Norvège aurait dû me révéler avant notre départ. Mon âme entière se révoltait contre les conclusions qui s'imposaient à moi. J'attendis horrifié ce que le matin apporterait.
Je ne crois pas avoir beaucoup pensé ensuite. Mon esprit semblait engourdi. Je restais simplement assis à attendre avec l'étrange sensation d'attendre plus que son retour. Vers l'aube, il se mit à neiger abondamment. Je ravivai le feu et mis la bouilloire à chauffer. Puis j'entendis un bruit à l'extérieur. Un gémissement. Un grattement lourd. J'ouvris brusquement la porte et, traitez-moi de fou si vous le voulez, mais là, dans la neige, se tenait la louve blanche. Elle titubait, couverte de sang, incapable presque de traîner ses pattes arrière jusqu'à la porte. La magnifique créature rampa faiblement jusqu'à mes pieds et frotta sa tête sur mon genou comme un chien. Je pris sa tête entre mes mains. Elle leva vers moi ses yeux suppliants que je connaissais. Elle me lécha la main une ou deux fois, puis elle s'affaissa sur le sol. Elle était morte. Je sus, à ce moment-là, que ma femme ne rentrerait jamais. Je sus qu'une telle chose pouvait être. La vieille loi des collines avait prévalu. Cette loi ancienne et terrible qui disait qu'il n'y a aucun retour pour le loup-garou qui avait versé le sang d'un être humain. Je sus aussi ce qu'il me dirait ce jour-là. Que le vieux Louis était mort. Il avait abattu la moitié de la meute avant qu'il ne l'ait eue, mais qu'il l'avait eue à la fin. Je leur dis que ma femme était partie avec Louis, qu'elle avait passé la journée chez sa femme pour l'aider à coudre une courte pointe. Ils furent profondément bouleversés. Ils cherchèrent partout. Ils ne trouvèrent aucune trace d'elle. Cette nuit-là, j'enterrai la louve blanche sous les pins. Les loups hurlèrent autour de la maison jusqu'à l'aube. Et depuis lors, j'attends. J'espère, contre toute espérance, qu'un jour je me réveillerai et découvrirai que tout cela n'était qu'une folie. Je n'ai plus le courage de dormir au cottage, mais j'y vais, chaque jour, pour voir si peut-être elle est revenue. Mais je sais, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, que tout ce qu'il y avait de mortel en ma femme repose sous les pins, là où son jardin fleurissait l'an dernier. Pendant 1 heure, il resta assis, la tête penchée, accablé par la souffrance, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte et qu'il s'endorme dans son fauteuil. Je jetai un manteau sur ses épaules, ravivai le feu et demeurai là à penser, dans l'étonnement et l'effroi. La chose ne pouvait être, et pourtant. J'avais vécu assez près de la terre-mère pour savoir qu'il existe sous le ciel plus de choses que la science n'en a jamais rêvé. Mais il me fallait une preuve. Je restai là jusqu'à l'aube, je préparai un café fort pour le garçon, et nous déjeunâmes lorsqu'il se réveilla. Je lui parlai de ce qui se passait dans les vieilles collines. J'avouai que j'avais menti au sujet du fossile de Clark, ce porc jurassique imaginaire, et je vis l'ombre d'une ancienne lueur revenir dans ses yeux. Puis je m'éclipsai. Dans l'heure, je saurais. Je saurais si le garçon avait rêvé un rêve monstrueux ou s'il avait été victime d'une œuvre du diable. La porte du cottage était déverrouillée, comme si elle attendait le retour de Hilda. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Son sac d'ouvrage dans un coin, le livre qu'elle lisait ouvert sur la table. Je ne m'y attardai pas. Je traversai la maison et me rendis au jardin. La tombe était clairement marquée, une croix entaillée à même le tronc d'un grand pin. Et frénétiquement, je me mis à creuser. En rejetant le sable meuble, je priais que le garçon n'eût fait qu'un mauvais rêve. Et je fis ma macabre découverte de mes propres mains. Je grattai la terre qui recouvrait le crâne nu et les pattes osseuses. De mes doigts, j'écartai les longues rangées de dents. Je regardais. Mon Dieu, étais-je devenu fou, moi aussi? Les canines aiguës étaient creusées de petites cavités jaunes, et une grosse molaire portait une couronne d'or massive.
How many twigs we need for this? 12. 12. Okay, done. Hey, high five! Nice! I have a box. So now I can store my wood instead of the campfire. I can store my insects. I can store... I feel like I have too many things. I assume I can plant stuff? Ah, wood container, yep. The storage at least is a good size.